Deuxième type de cellule que nous retrouvons dans le système nerveux central, la névroglie centrale, les astrocytes. Alors, les astrocytes sont les cellules les plus volumineuses de la névroglie. Ce sont des cellules qui présentent de nombreux prolongements, on va en dire de mots, qui ont un aspect étoilé. Et ces prolongements vont pouvoir aller se connecter à d'autres cellules, par exemple les neurones, mais aussi des structures comme des capillaires. Et grâce à ces prolongements, eh bien, ces astrocytes vont vraiment jouer un rôle de support structural au niveau du système nerveux. Ces astrocytes se caractérisent par l'expression, entre autres, d'un certain nombre de filaments intermédiaires, des gliofilaments, qui sont riches en une protéine qu'on appelle la GFAP, la protéine gliofilaire acide. Et on retrouve également un nombre assez important de graines de glycogène qui sont la principale réserve énergétique du système nerveux. Vous retrouvez sur cette coupe histologique donc les astrocytes avec leurs prolongements. Vous avez l'astrocyte ici, des prolongements qui peuvent venir jusqu'autour des capillaires. On en redira deux mots là aussi pour voir ce rôle de ces prolongements avec ces capillaires. Alors, la membrane plasmique des astrocytes présente un nombre important de systèmes, comme par exemple des canaux ioniques membranaires, différents types avec beaucoup de potassiques, par exemple, des transporteurs de glucose, des transporteurs, par exemple, pour le glutamate, un certain nombre de récepteurs, des récepteurs glutamatergiques, des récepteurs énergiques, bref, tout un équipement qui va leur permettre de jouer des rôles importants dans les phénomènes de transport, et notamment du coup de transport avec les cellules sur lesquelles ils seront connectés, comme les neurones. Du coup, ces prolongements, si on essaie un petit peu de voir leur rôle, eh bien, ils vont jouer un rôle, comme je vous disais, d'armature dans le tissu nerveux, parce qu'ils ont des jonctions serrées avec les cellules auxquelles ils sont connectés. Ils vont jouer un rôle dans des échanges intercellulaires, du fait qu'ils ont des jonctions communicantes qui permettent de faire des flux, par exemple, d'ions entre les cellules, ou des flux de glucose, qui vont ainsi pouvoir adapter les besoins quand ils sont connectés avec les neurones par rapport aux éléments qu'ils leur transmettent. On aura un rôle au niveau des synapses, parce que les recouvrements de ces astrocytes eh bien, pourront venir moduler la quantité de neurotransmetteurs disponibles, la concentration, et donc ça modulera l'activité, par exemple le glutamate. Ils vont venir au contact de capillaires, vous le retrouvez sur ce schéma ici, avec l'astrocyte qui vient entourer, entre autres, ce capillaire, et en formant ce qu'on appelle des pieds périvasculaires. Et ces pieds périvasculaires, autour de l'endothélium et de la membrane basale, eh bien, vont former, avec ces deux autres éléments, la barrière hémato-encéphalique, on en reparlera, qui est une des protections que l'on a, donc qui permet de sanctuariser notre système nerveux. Enfin, ces prolongements, de l'autre côté, pourront venir former, ici, sous les méninges, ce qu'on appelle le revêtement astrocyte marginal. On parle aussi de limitante gliale externe, qui est donc une couche les pieds sont en contact avec une couche de collagène, donc issue de la pinnère. Ces astrocytes, on va les retrouver sous deux formes. Les astrocytes que l'on qualifie de protoplasmiques, qui sont localisés plutôt dans la substance grise du système nerveux, qui sont caractérisés par des prolongements épais et très ramifiés, et des astrocytes que l'on qualifie de fibreux, qui sont plutôt retrouvés dans la substance blanche et qui, eux, ont au contraire des prolongements qui sont beaucoup plus grêles, beaucoup plus effilés et beaucoup moins ramifiés. On va ensuite trouver les cellules gliales Ng2+, qui sont des petites fractions, une fraction, disons, des cellules gliales, quelques pourcents, jusqu'à une dizaine de pourcentages de cellules gliales, qui sont appelées Ng2+, parce qu'elles expriment un antigène qui est l'antigène neuroglial de type 2, elles sont Ng2 positive au antigène. Ces cellules seraient sans doute des progéniteurs des oligodendrocytes, qui pourraient être mobilisés dans certains phénomènes de régénération pour remplacer les oligodendrocytes, mais certains travaux montrent aussi que, avant de se différencier, ces cellules pourraient avoir d'autres rôles, notamment via des sécrétions, et donc peut-être pas les considérer simplement comme un réservoir inerte, mais comme potentiellement des cellules étant capables de jouer un peu sur deux tableaux, un rôle dans l'homéostasie et un rôle de réservoir des oligodendrocytes. On arrive ainsi aux oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, eh bien, sont les cellules les plus nombreuses dans le système nerveux central. Elles représentent, au point de vue de la névroglie, elles représentent 75%, les 3/4 des gliocytes, et sont retrouvées aussi bien dans la substance blanche que dans la substance grise,
avec des rôles un peu distincts. La substance blanche, on va le voir, c'est la synthèse de la myéline, la formation de la myéline. Dans la substance grise, c'est plutôt un rôle métabolique. Ces oligodendrocytes présentent eux aussi, vous en avez un ici, des prolongements, et ces prolongements vont permettre donc de constituer la gaine de myéline au niveau des fibres nerveuses de la substance blanche du système nerveux central. Le recouvrement de ces prolongements au niveau des neurones, on va le voir dans la diapo suivante, est irrégulier et discontinu, avec des zones qui seront myélinisées, qu'on va appeler les internodes, et des zones qui n'auront pas de myéline, que l'on appellera les nœuds de Ranvier, au niveau desquels on peut par exemple retrouver des contacts avec d'autres cellules comme les astrocytes par exemple ou les cellules NG2+. Alors je vous le disais à l'instant, ces oligodendrocytes vont fermer la gaine de myéline du système nerveux central. Alors en pratique, comment ça se fait? Eh bien, le prolongement d'un oligodendrocyte va venir s'enrouler autour d'un axone en faisant plusieurs tours successifs autour de cet axone, autour de ce qu'on appelle le neurite. Et on aura donc formation de la gaine de myéline suite à cet enroulement qui va être proportionnel au diamètre du neurite. On a à peu près une quarantaine de tours de spire, ce qui va nous donner à peu près 1 millimètre. Alors, même oligodendrocyte va pouvoir former plusieurs internodes parce qu'il y a plusieurs prolongements sur le même axone et également sur plusieurs neurites, jusqu'à une cinquantaine de neurites. Et la gaine de myéline que l'on va observer, eh bien, elle aura un aspect strié. Vous le voyez à microscopie électronique en transmission. Ici, on voit que cette gaine de myéline est striée. Et en fait, cette striation visuelle de la gaine de myéline, c'est tout simplement la conséquence de la superposition des différentes couches du prolongement de l'oligodendrocyte. En fait, il faut imaginer que lorsque un prolongement d'un oligodendrocyte fait un tour autour du neurite, eh bien, ce prolongement il a des membranes plasmiques et donc on va avoir un accolement de ces membranes plasmiques les unes aux autres au fur et à mesure que l'on fait des tours de spire. Et on va avoir du coup, pas une fusion, mais un accolement des feuillets externes des membranes plasmiques de 2 tours de spire successifs qui vont se couler. Et de même que le cytoplasme disparaissant du prolongement, parce que le prolongement se serre, si vous voulez, la spire, eh bien on va se retrouver avec un accolement des feuillets internes de ces membranes plasmiques. C'est ce que vous retrouvez sur ce schéma-là. Et donc, cet accolement des spires va faire qu'on va se retrouver avec une partie qui sera un peu plus foncée, en fait, qui correspondra à l'accolement des feuillets internes de la cellule et qui formera ce qu'on appelle les lignes denses majeures, et les feuillets externes de 2 spires consécutives vont eux-mêmes s'accoler et formeront les lignes denses mineures. C'est l'alternance de ces lignes denses majeures et ces lignes denses mineures qui donnera cet aspect strié. Du coup, on va se retrouver avec cet empilement de membranes plasmiques. Donc, la membrane plasmique, vous savez, c'est quelque chose qui est très riche en lipides, plus de 70% de lipides. Et donc, on va se retrouver avec une structure qui sera une structure très hydrophobe et qui va conférer vraiment un rôle d'isolant important à cette gaine de myéline autour du neurone. Et ça aura un impact sur la conduction de l'influx nerveux. On le verrait dans d'autres enseignements. Il fera que lorsque vous aurez cette gaine de myéline, eh bien, on n'aura plus d'échange possible entre l'axone et l'extérieur, au point de vue ionique, et donc tout devra se passer au niveau des nœuds de Ranvier qui ne présentent pas de myéline, et la conséquence, c'est qu'on aura une vitesse de conduction qui sera beaucoup plus rapide avec ce qu'on appelle une conduction saltatoire. Autrement dit, l'influx nerveux sautera de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Alors, au niveau de cette myéline, on va avoir un certain nombre de spécificités, notamment des protéines, par exemple, qui peuvent être retrouvées dans celle-là et pas dans la périphérique, comme MBP, par exemple, la protéine basique de la myéline, ou encore la protéine protéolipidique. On a PLP, on a MAG, qui est la glycoprotéine associée à la myéline, ou encore MOG, qui est la glycoprotéine des oligodendrocytes de la myéline. Et ces protéines, eh bien, dans certains cas, pourront être la cible dans des maladies auto-immunes, par exemple, spécifiques de la myéline, et on pourra se retrouver avec des atteintes qui ne toucheront du coup que le système nerveux central, ou dans certains cas, que la myéline, je vais y revenir, du système nerveux périphérique, quand c'est ces protéines-là qui sont touchées. Dernier type de cellules, les cellules microgliales ou microgliocytaires, ce sont en fait des petites cellules qui sont plutôt ovoïdes, qui sont apparentées à la famille des monocytes macrophages. Alors, on a un noyau qui est relativement allongé avec des prolongements. Là aussi, dans le système nerveux, toutes les cellules sont rattachées plus ou moins les unes aux autres pour communiquer, entre autres. Donc, on a des prolongements fins, assez longs, un petit peu buissonnants, épineux,
et qui vont aller au contact de l'ensemble des neurones qui les environnent, et ce qui permettra à ces cellules de vérifier en permanence l'intégrité des neurones autour d'elles. Et si ces cellules détectent que le neurone est endommagé ou qu'il y a présence de modification de leur environnement, un micro-organisme qui est perçu, qui est présent, etc., et bien comme un macrophage, elles vont pouvoir s'activer et devenir des cellules phagocytaires qui vont avoir le rôle que l'on connaît des macrophages, c'est-à-dire faire de la phagocytose, autrement dit venir absorber les éléments, venir nettoyer une zone des débris cellulaires qu'il peut y avoir ou des cellules endommagées, avoir des phénomènes de sécrétion avec des cytokines, des facteurs de croissance, des protéases, des radicaux libres, pour avoir un rôle protecteur, et être aussi des cellules présentatrices d'antigènes qui pourront collaborer avec d'autres cellules éventuellement qui pourraient arriver donc, de type immuno-inflammatoire. Donc ces cellules elles sont majeures dans le système nerveux central parce qu'elles vont avoir un rôle important de défense de ce système nerveux. C'est les seules cellules immunitaires qu'on va retrouver donc, in situ, je dirais, dans le système nerveux central et qui pourront être activées, je vous le disais, avec des lésions des neurones, mais ça peut aussi être des perturbations métaboliques, une ischémie, des lésions, une maladie auto-immune, des maladies neurodégénératives, un pathogène qui pourra donc conduire à l'activation de ces cellules. Alors ensuite, on a la névroglie périphérique. La névroglie périphérique, elle est représentée par deux types de cellules. Les premières, ce sont des cellules satellites des ganglions spinaux. En fait, ça correspond plus ou moins à des oligodendrocytes. Donc, les prolongements vont venir entourer les corps cellulaires des neurones qui sont situés dans les ganglions, avec un rôle essentiellement de soutien et un rôle de fonction métabolique au niveau de ces neurones. On a ensuite ce qu'on appelle les neurolepnocytes, on dit les cellules de Schwann. Ces cellules de Schwann elles sont apparentées dans leur fonction aux oligodendrocytes au niveau central. En effet, ces cellules de Schwann au niveau périphérique, elles vont former la gaine de myéline et ce qu'on appelle la gaine de Schwann. La gaine de myéline et la gaine de Schwann, c'est dans les fibres nerveuses myélinisées, et la simple gaine de Schwann, c'est dans les fibres nerveuses amyéliniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de myéline. On appelle ça aussi les fibres de Raynaud. Vous avez une illustration sur le côté avec ici une fibre non myélinisée et ici une fibre, un axone qui est myélinisé au niveau périphérique. Dans les fibres myéliniques, eh bien, en fait, l'axone que vous retrouvez ici en gris va venir se loger dans une gouttière qui est formée par une invagination de la membrane, forme une fente en fait, avec une petite ouverture qui persiste, qu'on appelle le mésaxone, et on se retrouve du coup avec un neurone qui est entouré par cette cellule de Schwann et on va donc retrouver une simple gaine de Schwann. En ce qui concerne par contre les fibres nerveuses myélinisées, on va se retrouver avec une cellule de Schwann qui va venir s'entourer complètement autour de l'axone du neurone et on va se retrouver avec une alternance de gaines de myéline qui correspondront à une cellule de Schwann et avec des espaces où il n'y en aura pas et qui correspondront donc au nœud de Ranvier comme on l'avait décrit dans le système nerveux central. On va avoir une longueur des internodes mandibulaires à la cellule de Schwann ainsi qu'une épaisseur de la myéline qui sera proportionnelle au diamètre des fibres nerveuses. Et on peut identifier, lorsqu'on regarde ces structures, différentes parties avec ce qu'on appelle la gaine de myéline à proprement parler, qui est l'accumulation, comme on l'avait vu précédemment, de ces couches de membranes plasmiques qui sont accolées les unes aux autres, donc très hydrophobes. On a ce qu'on appelle la gaine de Mottner, qui correspond simplement au premier tour de spire où il reste du cytoplasme, parce que le cytoplasme de la cellule s'est mis un peu aux extrémités, donc dans le premier tour de spire, donc c'est un peu moins dense. On va ensuite avoir la gaine de Schwann qui correspond au dernier tour de spire, où là aussi on a une accumulation de cytoplasme, où on va retrouver le noyau de la cellule de Schwann. Et enfin, on a ce qu'on appelle la gaine de Henle, qui correspond à une membrane basale qui est autour de la cellule de Schwann. Vous retrouvez en fait le système d'enroulement de la cellule de Schwann autour de l'axone ici, avec ces enroulements successifs qui vont donner naissance donc à cette gaine de myéline qui va donc isoler l'axone de l'environnement extérieur. Et ici, vous retrouvez donc une fibre de Raynaud, autrement dit des axones qui sont entourés par une simple gaine de Schwann. Alors, on va avoir des différences entre la myéline périphérique et la myéline centrale, notamment au niveau de l'expression de certaines protéines. Par exemple, au niveau périphérique, les protéines majoritaires sont les protéines P0, P1, P2. On retrouve la protéine PMP22, qui est la protéine de la myéline périphérique de type 22. On retrouve MAC, qui est la glycoprotéine associée à la myéline. On retrouve des connexines. Mais par contre, on ne retrouve pas
la protéine basique de la myéline, MBP, où on ne retrouve pas PLP, la protéine protéolipide. Ce qui va expliquer que la présence de myéline, on en reparlera, va permettre de conduire l'influx nerveux beaucoup plus rapidement, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais le prix à payer, ce sera aussi que dans certains cas, on aura une perte de cette myéline avec des pathologies qu'on appelle démyélinisantes. Et dans ce cas-là, on aura des perturbations sur la conduction nerveuse. Et ces pathologies démyélinisantes pourront être, je dirais, les étiologies, les causes de ces pathologies démyélinisantes, ça pourrait être des atteintes, par exemple, spécifiques de protéines qu'on retrouve dans ces myélines. Ça peut être des anomalies sur le gène qui code pour PMP22, donc ça sera à ce moment-là des signes cliniques qui seront périphériques. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Charcot, où on va avoir des anomalies d'origine génétique sur les fibres périphériques. Ça peut être des atteintes de protéines du système nerveux central, par exemple MBP, PLP, qui peuvent être la cible d'auto-anticorps. C'est ce qu'on va retrouver dans certains cas dans la sclérose en plaques, qui va consister à détruire des fibres nerveuses myélinisées, en tout cas la myéline de ces fibres nerveuses au niveau du système nerveux central. On trouve l'équivalent dans le système nerveux périphérique avec la maladie de Guillain-Barré, par exemple. On peut avoir des pathologies inflammatoires qui vont conduire à des destructions de cette myélite, soit des myélites centrales, soit des néphrites périphériques. On peut avoir des traumatismes qui vont aussi les toucher. Mais donc, toutes ces pathologies, ces syndromes auront comme conséquence de perturber la conduction de l'influx nerveux. On va s'arrêter sur cette vidéo à cet endroit-là et on reprendra donc en ce qui concerne le neurone.